constitutionnel valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que non, la situation est normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent le pied pour ne pas mettre tout en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me vous expliquer. Il a dit quoi? Vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, le secrétaire général de l'IDPS nous a dit qu'il faut qu'on révise la Constitution. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai présenté certaines questions sur le défi de Kinshasa. Je suis sénateur, mon mandat est national. Ok? Voilà. Bonjour Madame Élysée, merci de m'avoir reçu. Cadre d'alternative citoyenne avec Floribert Anzoloni, ça n'a pas marché lors des dernières élections. Est-ce que vous vous êtes remis déjà? Oui. Oui, effectivement. Donc, quand vous dites que ça n'a pas marché, donc par exemple dans mon cas, je n'ai pas été élu comme député national, mais je peux affirmer aujourd'hui, 5 mois plus tard, que je suis loin d'être découragée. Ce n'est que le début de l'aventure. Et nous aurons certainement l'occasion d'en parler. Et il faut dire que c'était une première fois, en fait? Absolument. C'était la première fois que je me lançais en politique active et comme candidate à des élections. Et donc, c'est vraiment une expérience qui a été très enrichissante et de laquelle je ressors avec beaucoup de leçons apprises. Il faut dire qu'avec Anzoloni, qu'on connaissait comme étant de la société civile, c'est aussi un premier pas. On a vu pour la première fois des activistes de la société civile s'engager, aller officiellement dans la politique en participant aux élections. Est-ce que les lignes sont en train de bouger au niveau de la société civile qui se décide finalement de se dire, écoutez, on ne veut plus être seulement des bons parleurs, on veut passer à l'action? Je ne dirais pas que c'est la première fois, parce qu'on a quand même eu des acteurs de la société civile qui se sont lancés en politique. Je ne vais pas citer des noms, mais on les connaît aujourd'hui, ils sont bien assis dans la politique, mais ils venaient avant de la société civile. Ce qui est peut-être différent, c'était le côté jeune, parce que nous étions majoritairement un mouvement de jeunes, bien que nous sommes totalement aussi contre cette opposition de génération. Ce n'était pas un mouvement de jeunes, mais nous étions majoritairement jeunes. Est-ce que les lignes bougent? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Les mois et les années à venir nous le diront, mais ce qui est certain, c'est que nous ne resterons pas silencieux et nous jouerons notre carte. Et quand 5 mois après, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas permis à ce que vous puissiez aller être élu, rafler des sièges? Écoutez, officiellement, on va parler du seuil. Mais de toute façon, je pense que tous les Congolais savent un petit peu ce qui s'est passé. Si on prend juste avec les élections qui viennent de se dérouler pour les sénateurs et les gouverneurs et toutes les allégations de tricherie réelles, avérées ou supposées
qui tournent autour de ces élections de manière générale. On peut penser qu'il y a eu quelque chose qui a réellement entaché les élections, mais écoutez, ça faisait partie du jeu. Je pense que maintenant, il faut se tourner vers l'avenir et le préparer pour éviter que l'on subisse ce genre de conséquences. Est-ce que c'était pas parce que l'alternative citoyenne qu'on ne connaissait pas dans la sphère politique, c'est un mouvement ou un parti, c'était un parti récent? Est-ce qu'il fallait peut-être pas vous donner un peu plus de temps pour essayer de vous lancer ou est-ce que ça n'a pas été fait dans la précipitation, vos différentes candidatures? Vous vous êtes dit ça ou pas? Pas du tout. Je ne pense pas qu'il y ait une question de précipitation parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va aux élections, il y a la possibilité de convaincre. Et pour convaincre un électeur, ça ne prend pas toujours des dizaines d'années. On peut convaincre et toucher les cœurs avec un seul discours lorsqu'on arrive à convaincre les gens de la raison pour laquelle on se lance en politique. Et pour ça, nous étions préparés. Nous avons été à la rencontre des Congolais, nous leur avons parlé, nous les avons écoutés et on a joué notre carte. Le résultat n'a pas été celui escompté, mais de là à dire que c'était peut-être trop tôt, non. Je pense que c'était le bon moment, et si c'était à refaire, je l'aurais fait de cette manière-là. 5 mois après, voilà, vous avez fait le bilan, tiré les leçons de ce qu'a été votre participation à ces élections, mais le pays, lui, peine à finaliser les institutions, en tout cas à part l'institution président de la République. D'autres institutions pataugent. Votre lecture par rapport à ce processus qui se tire en longueur et qui crée aussi une sorte d'instabilité ici au pays. Exactement. Au-delà de l'instabilité, il y a une espèce de lourdeur que nous constatons tous. Et en mon sens, cette lenteur et même ce chaos que je pourrais qualifier, elle est due à des bisbilles politiciennes et à des égos démesurés. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, hier, on a appris de la part du Sénat que pour des contraintes budgétaires, ils étaient dans l'incapacité d'identifier et d'enregistrer les nouveaux sénateurs. On parle ici de contraintes budgétaires du Sénat. Et moi, je me dis, dans le Congo, où on sait que, et j'en ai parlé dans une autre interview, où on entend des millions qui disparaissent de manière assez extraordinaire, peut-on réellement expliquer au peuple congolais qu'on ne peut pas installer les institutions parce qu'on manque d'argent? Pour un peuple qui constamment consent des sacrifices énormes, nous avons ceux qui disent nous représenter, qui nous disent clairement patienter, qu'on trouve un peu d'argent pour se réunir et rendre les institutions légitimes. Pour moi, ça frôle l'insulte pour ce peuple-là. Donc aujourd'hui, les choses n'avancent pas parce qu'il y a quoi 500, 600 personnes, 500 à l'Assemblée nationale, 100 au Sénat. Disons, on va dire un gros max de 1000 personnes qui paralysent tout un pays parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui ira à tel ministère, qui fera ceci ou cela. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi la Constitution de notre pays? Parce qu'aujourd'hui, on en parle, on dit si ça traîne, si on n'a pas de gouvernement, il se pose un problème dans la Constitution qu'il faudrait aller, si pas réviser, mais carrément changer. Je vais poser la question suivante. Est-ce que la Constitution nous empêche de prendre nos responsabilités? Parce que jusque-là, cette Constitution ne nous a pas empêchés de travailler et de faire notre travail, de prendre notre rôle au sérieux. La Constitution ne dit pas que des gens ne peuvent pas se mettre d'accord, mettre en place le bureau à l'Assemblée nationale pour permettre au gouvernement de fonctionner. La Constitution ne l'empêche pas. Mais il n'y a pas une contrainte aussi. C'est vrai, on nous compare toujours avec le Sénégal. Voilà, la seule contrainte de la Constitution, c'est par rapport peut-être à la prestation de serment du président de la République. Pour le reste, elle reste assez évasive, quoi. Oui, mais justement, c'est pour ça que je reviens sur les intérêts humains. Ce que j'essaie de dire, c'est que la Constitution n'empêche pas les dirigeants congolais de se décider rapidement. Parce qu'ici, il y a une notion qui nous échappe, c'est celle de l'urgence. Vous avez dit que ça fait 5 mois, nous n'avons toujours pas d'institution qui fonctionne correctement. Et tout un pays est paralysé parce que des personnes ne réussissent pas à se mettre d'accord. La Constitution n'y est pour rien. Et j'ai même envie de dire, la Constitution congolaise, si elle est prise au sérieux et que les gens décident simplement d'appliquer les textes, on peut fonctionner. Mais vous savez ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas interdit et permis. Exactement. Donc, du moment où la Constitution n'interdit rien, donc c'est-à-dire ces gens, on ne peut pas accuser ces gens soit de violer la Constitution. Vous dites, on se résume tout juste au bon sens, que certains n'ont pas. Exactement. Et pourquoi dans ce cas-là, si ce qui n'est pas écrit n'est pas interdit, pourquoi penchons-nous sur ça? Pourquoi n'allons-nous pas sur ce qui est écrit et qui nous permettrait de fonctionner? C'est la question à se poser.
Pourquoi allons-nous toujours nous attarder sur ce qui n'est pas écrit et qui finalement paralyse toute la machine? On parle des institutions, nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, maintenant ce sont les conseils municipaux. Ça fait trop quand même pour un pays comme le nôtre. Déjà, on avait du mal à s'en sortir avec les assemblées provinciales et nationales, qu'on en ajoute d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse changer les choses, adapter nos institutions à l'image de notre pays? Je ne pense pas que ce soit trop. Je pense plutôt que c'est une question justement de mise en application. Pour moi, je prône même le pouvoir plus proche des citoyens. Donc tout ce que vous dites qui est trop, ce n'est pas trop. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, un habitant de la Lukunga ou quelqu'un de Ngaliema, il doit pouvoir trouver l'État au plus près de lui, sans pouvoir recourir par exemple au gouverneur de la ville. Donc en termes de nombre, je ne dirais pas qu'on a trop de gens. On n'a juste pas trouvé le moyen de faire fonctionner l'existant. Et donc ça fait qu'on tombe sur ce que j'appelle des échappatoires. Parce qu'on pourrait réduire le nombre aujourd'hui, mais si nous ne sommes pas sérieux dans la manière de travailler, les résultats ne seront pas là. Donc le nombre, pour moi, ne sera pas le problème. Revoyons le mode de fonctionnement. Comment on procède? Comment on revoit ce mode de fonctionnement? Mais déjà, en appliquant ce qui est écrit. Quel est le rôle des conseillers communaux? C'est écrit. Faisons respecter cela. Même si on va, par exemple, dans le cas de Kinshasa, on a des chefs de quartier. Donnons-leur le pouvoir de jouer leur rôle et de redonner confiance en l'État, parce que ça aussi, c'est un gros problème au niveau du Congo. Mais qui va donner, déjà que dans nos quartiers, on ne connaît même pas le rôle? Comment on redonne ce pouvoir-là à ceux qui sont censés gérer la cité, en commençant par nos quartiers, nos rues et bien entendu le pays? Comment? Est-ce que je peux prendre l'exemple de Kinshasa? D'accord. Allons dans l'exemple de Kinshasa, où nous avons un gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville, aujourd'hui, il y a 24 bourgmestres. D'accord, pour les 24 communes. Je profite pour dire que j'ai un plan pour la ville de Kinshasa pour comment le diriger pour les 5 prochaines années. On pourra en discuter. Va en parler tout à l'heure. Et pourquoi je veux parler de cet exemple, c'est que avec les 24 bourgmestres, on est déjà en train de quelque part de donner le pouvoir du gouverneur à des bourgmestres. Et eux, à leur tour, on va aller vers les conseillers communaux, on va aller vers les chefs de quartier. Quand vous dites comment ça va fonctionner, mais moi je pense que c'est juste une question de décision politique et aussi de mettre en place des mécanismes de suivi. Donc ça ne va pas prendre un miracle. Moi je pense que ce qui ne fonctionne pas au Congo, c'est qu'on n'a pas voulu essayer ce qui relève du bon sens et des écrits. Vous parlez qu'on va donner le pouvoir, mais si on vous donne un pouvoir sans moyens, vous en sentez pas. Exactement. Et quand je parle du pouvoir... le pouvoir seul ne suffit pas. Non, mais quand je parle du pouvoir, pour moi, ça implique les moyens. Pourquoi? Pour moi, le pouvoir, ce n'est pas une question de titre. Parce qu'aujourd'hui, on peut le voir, on pourrait vous appeler Madame la directrice, mais si dans les faits, les personnes qui peuvent décider et influencer, c'est pas vous, mais vous n'avez pas réellement le pouvoir. Sur papier, vous l'avez, mais vous n'avez pas la possibilité d'influencer. Parce que pour moi, ici, ce qui est important, c'est d'influencer pour l'action et pour le changement. Le pouvoir, le moyen, mais on a tendance peut-être à oublier la capacité de créer les moyens. On n'en parle pas assez. On pense que les bourgmestres attendent que le gouverneur donne, les gouverneurs attendent que l'exécutif national donne, l'exécutif national attend que le président donne. En fait, c'est ça aussi le problème en République démocratique du Congo. Personne pour dire qu'on crée ça pour essayer d'avoir assez de moyens, essayer de développer notre contrée et notre cité. Est-ce qu'on ne devait pas commencer par là? Mais je ne pense pas que personne ne le fait. Moi, je le vois dans l'autre sens. Donnons-nous à ceux qui ont cette créativité, la volonté, les capacités de faire et de changer les choses, le pouvoir pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous donnez le pouvoir à quelqu'un qui attend et n'est pas autonome, bien évidemment, il va attendre que les moyens et le pouvoir viennent d'en haut. Mais aujourd'hui, je suis sûr que vous en connaissez, il y a des Congolais qui sont bourrés de talent et qui sont prêts à rendre service à la République et qui n'attendent que d'être placés au bon endroit. Le problème, c'est la qualité des personnes qui nous représentent aujourd'hui et au niveau de ces institutions. Oui, pour moi, c'est ça. Avec un peu de recul, on va essayer de dire, avec tout ce qui se passe au niveau des institutions, on se dit, mais on n'a pas voté les bonnes personnes, quoi. Est-ce que des Congolais, bon, vous étiez candidat, mais je me mets un peu à la place de ces citoyens qui nous suivent, je dis, mais ça y est, à 5 mois à peine, début de législature, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur en envoyant ce qu'on envoyait au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat? Est-ce que ce sont les personnes que les Congolais ont envoyées? Ça reste la question à laquelle on devra répondre. Mais
Avançons, parce qu'il faut effectivement regarder vers l'avenir. On a souvent tendance à se plaindre justement de la classe politique. Et ce qu'on oublie, c'est que, et je le dis souvent, la classe politique émane de nous. Ce sont des citoyens qui, par un concours de circonstances, arrivent finalement au pouvoir. Donc si aujourd'hui on continue à se plaindre que ce n'est pas les bonnes personnes, moi je dis alors commençons déjà à préparer les dirigeants de demain. Ce sont des citoyens congolais. Sommes-nous de bons citoyens? Et donc ça demande toute une démarche et ça veut dire que pour préparer l'avenir, il faut commencer aujourd'hui. Comment devenir un bon citoyen? Ou qui est aujourd'hui un bon citoyen? Un bon citoyen, c'est déjà celui qui respecte les lois. Et là, maintenant, il y a un problème. Connaissons-nous nos lois? Aujourd'hui, lorsque je parle de l'éducation civique, par exemple, est-ce qu'on la donne encore à l'école? Nos petits-enfants, aujourd'hui, est-ce qu'ils savent c'est quoi être un bon citoyen? J'aime souvent, et c'est peut-être le côté formatrice que je suis, je dis qu'il faut s'attaquer aux causes. Commençons très petits et avec ça, on pourra grandir. Pour avoir des bons citoyens, il faut les éduquer. Il faut les éduquer, il faut leur donner les moyens d'apprendre. Et en grandissant, ça deviendra une seconde nature. Et demain, c'est eux qui seront la relève. On reproche à la classe politique congolaise de ne faire que de la politique politicienne. Parce qu'à côté, beaucoup n'ont pas fait autre chose ou n'ont pas un autre travail. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être essayer de changer de ce côté-là, essayer d'envoyer, par exemple, dans nos assemblées, des personnes qui ont des vrais travails avant d'assumer les charges publiques ou étatiques? Oui et non, parce que ça ne va pas résoudre le problème de probité morale. Parce qu'on peut être riche, mais arriver en politique et continuer à s'enrichir de manière illégale. Ce n'est pas une garantie que quelqu'un qui est nanti financièrement fera un politicien honnête. Ce qu'il faut, c'est mettre des mécanismes, ce que j'appelle pour contrôler la folie des hommes. Ce n'est pas propre à la RDC, hein, la corruption. Il faut qu'on arrête de se leurrer, de limite se prendre l'exemple du pays où il y a le plus de corruption. Ce qui fonctionne ailleurs, c'est qu'il y a des mécanismes, il y a des lois, il y a des moyens de contrôler ça. Et ce que moi je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut redonner le pouvoir à l'État congolais. Il faut que les gens aient peur de commettre certains méfaits parce qu'ils savent que la justice fera son travail. Et c'est ça qui va permettre justement d'encadrer les gens. Lorsqu'ils iront en politique, ils sauront que lorsqu'il y a des écarts, il y a moyen d'être corrigé. Et aussi, il faut remettre ce côté de travail et de mérite. Les gens, ils vont en politique, pourquoi? C'est votre cheval de bataille. Moi, voilà. J'ai lu votre CV, vous insistez sur la méritocratie. Oui, il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est ça, les gens se lancent aujourd'hui. Prenez n'importe qui, il est ministre. Quels sont ses objectifs? Quelles sont les traces qu'il veut laisser, qu'on sache qu'il y a eu un avant et un après cette personne? Il ne le sait pas. Mais il signe souvent des actes d'engagement une fois au pouvoir. Il y a souvent des ateliers. Après, oui. Il y a la signature d'un acte d'engagement. Mais bon, après, il n'y a toujours pas l'évaluation. Voilà, l'évaluation et le suivi n'est pas fait. Alors, pendant que nous sommes en train d'attendre la finalisation de l'installation des différentes institutions, la guerre, elle, dans la partie est du pays, elle n'attend pas. Les morts ont continué à en compter par dizaines dans cette partie du pays. On se dit, mais comment on fait pour sortir de cette situation? 30 ans, c'est trop, des millions de morts. Comment on fait? Je vais être honnête avec vous, Madame Oudia. Si j'avais la réponse, je la donnerais. Parce que je m'assois aussi et je me dis, mais comment ça se fait que pendant 30 ans, on n'arrive pas à mettre fin à ce cycle de mort, de guerre, de sang, etc. Et je n'ai pas la réponse. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'il faut que les Congolais sachent ce qui se passe. L'information est une arme. Aujourd'hui, vous pourrez prendre des Quinois qui entendent vaguement qu'il y a la guerre à l'Est, comme si on parlait d'un autre pays. Et si on commençait par ça, il faut que, je pense qu'à un moment, pour conscientiser les gens, chaque Congolais, du plus petit au plus grand, doit être au courant de ce qui se passe sur son territoire. Mais là, tout le monde sait qu'il y a une guerre quand même. Est-ce que ce n'est pas une bataille qui a été gagnée au sein de l'opinion congolaise, qui est de plus en plus... Sur les réseaux sociaux, vous voulez dire? Mais j'ai fait la campagne électorale, Madame Oudia. Tout le monde n'a pas Internet. Donc cette personne qui n'entend pas à la radio, qui ne regarde pas à la télé, de manière constante, qu'il y a un problème pour lequel on doit trouver une solution, c'est impossible pour lui de savoir ce qui se passe. Et je ne dis pas que ça va régler la guerre. Mais pourquoi c'est important que les Congolais soient au courant? C'est nous qui mettrons la pression sur nos dirigeants. Si sur 80 millions de personnes, il n'y a que 3 000, 5 000 qui disent ça suffit, est-ce que les gens ont envie de bouger? Mais est-ce que c'est la faute à nos dirigeants? Ils subissent aussi comme nous cette agression. J'ai une question à poser. Si ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de qui? Vous et moi sommes de simples citoyens. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, ne sommes-nous pas dans l'obligation de répondre à l'agresseur?
Parce que si nous continuons à subir, quelque part, nous sommes en train de dire, nous n'avons ni les moyens ni les capacités de mettre fin à cette guerre. Mais quelqu'un, à partir du moment où on a le pouvoir, on a la responsabilité qui vient avec. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, les prérogatives régaliennes reviennent au pouvoir. Loin de moi l'idée de minimiser par exemple nos FRDC, est-ce que vous pensez qu'actuellement la RDC est en capacité de faire face au Rwanda? Je n'en ai aucune idée. En termes humains, ben voilà aussi. Ça, Est-ce je ne que, sais pas. bon, apparemment, vous êtes, on va dire, va-t-en-guerre. Est-ce qu'on doit repliquer par rapport à tout ce qui se passe ou est-ce qu'on doit privilégier une solution négociée diplomatique? N'avons-nous pas fait ça depuis tant d'années, la négociation diplomatique, et le voisin continue à nous narguer? Donc je pense qu'à un moment donné, il y a d'autres moyens. Peut-être la guerre, mais j'aime toujours apporter un bémol sur la guerre. Je ne l'ai pas connue. Ni dans ma chair, ni dans mon sang, je ne l'ai pas connue. Et ceux qui ont connu la guerre vous diront que ce n'est pas toujours la solution la plus idéale. Mais aujourd'hui, c'est que la RDC doit pouvoir se défendre. On ne va pas continuer à encaisser les coups et à pleurer à l'étranger pour dire « aidez-nous ». Et rien ne change. Mais c'est sûr que ce n'est pas une décision que vous et moi, on va prendre aujourd'hui sur ce plateau, mais il faut considérer certaines actions. Et il faut le faire très vite. Et créer peut-être une synergie. Je ne sais pas si vous vous considérez comme étant de l'opposition ou de la majorité, mais en tout cas, on reproche à une certaine classe politique de ne pas trop s'impliquer dans la résolution de conflits dans l'est du pays, en laissant toute la responsabilité à l'actuel pouvoir. Que peut faire l'opposition? Que peut faire la société civile pour aider le pouvoir actuel à trouver une solution pérenne à cette situation? Mais au fait, il y a des sujets pour lesquels il ne devrait y avoir ni opposition ni pouvoir. Et on vient de parler de ça, tout ce qui concerne la sécurité. Ouais. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'un échange de tous ces groupes va changer quelque chose à la guerre? Je n'en suis pas certaine. Mais ce qui est sûr que dans le discours déjà, il faut qu'on constate une certaine unité. Il faut que le pouvoir, l'opposition, la société civile, lorsqu'on parle de la souveraineté du Congo, lorsqu'on parle de l'intangibilité de nos frontières, tout le monde doit parler un même langage. Et c'est vrai que ça, c'est dommage que beaucoup de gens, lorsqu'il s'agit de montrer que le pouvoir est défaillant, ils sont prêts, quelquefois, à s'allier aux personnes qui ne sont pas les bonnes pour l'intérêt du Congo. Donc oui, est-ce que ça serait une solution? Peut-être. Mais dans ce cas-ci, moi, je pense qu'on ne devrait pas écarter les solutions, tout ce qui pourrait faire avancer la cause et mettre fin à la guerre, explorons-les. Genre créer un pacte républicain, se mettre autour d'une table, lever une sorte d'option commune et pour ensuite aller affronter l'ennemi. Parce que pour certains, l'ennemi, c'est sert justement des dissensions internes pour essayer de poursuivre son agression. Mais je ne pense pas que l'ennemi le fasse parce que l'opposition et le pouvoir ne sont pas d'accord. Pour moi, le problème n'est pas à ce niveau-là. Cette unité, pour moi, elle est plutôt symbolique aussi. Parce qu'on doit apprendre à devenir une nation. Mais aujourd'hui, pour mettre fin à la guerre, la prérogative, elle est celle du pouvoir. On ne peut pas demander à l'opposition de trouver des solutions à la guerre. Ils n'ont pas le moyen, ils n'ont pas les pouvoirs de le faire. Ils peuvent peut-être sensibiliser les gens. La société civile peut faire mettre en place des moyens de pression, mais ça se limitera là. S'il faut faire la guerre, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas l'opposition qui ira en guerre, c'est le pouvoir. Mais dans ce cas-là, tout le monde, ça veut dire tous les Congolais, ensemble, devront être derrière le pouvoir pour pouvoir gagner la guerre. Être derrière le pouvoir pour pouvoir gagner la guerre, on va tout de suite commencer à parler de Kinshasa parce que c'est carrément quelque chose la ville qui vous est chère, que vous portez à cœur. Vous avez tout un projet. Déjà, on va commencer par votre idée, brièvement, peut-être vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, sur l'actuel gouverneur. Est-ce que vous inspire confiance, Daniel Bumba? Je ne connaissais pas et je ne le connais pas plus, le gouverneur Daniel Bumba. Inspirer confiance, j'ai appris avec le temps à ne pas juger les gens avant d'avoir vu les résultats. Parce qu'en ce moment-ci... vous avez écouté son programme? Je l'ai écouté, effectivement. Mais encore une fois, le problème du Congolais n'a jamais été ce qui est écrit. C'est la mise en application. Je le jugerai au moment des résultats. Pour l'instant, je lui souhaite bonne chance pour que la ville puisse se relever. Est-ce que vous pensez qu'il y a des similitudes entre son programme et le vôtre? Il y en a quelques-uns. Pourquoi? Parce que le programme relève beaucoup du bon sens. Toute personne qui habite à Kinshasa... C'est ce côté volontariste. Le programme, c'est ça. On promet tout et rien à la fois. Mais ce côté volontariste, c'est ça, en fait.
Non, si je ne peux parler que du mien, il n'est pas volontariste. C'est vraiment le fruit d'une réelle étude, d'un travail d'équipe sur 2-3 ans, avec des spécialistes, des experts en tout ce qui est infrastructure, des ingénieurs, etc. Ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se donner les moyens de pouvoir réussir. Alors, les similitudes, déjà, qu'on parle, ce qui vous rassemble avec Daniel Bumba et ce qui vous différencie. On commence par ce qui vous rassemble au regard de son programme et du vôtre. Je vais prendre seulement ce qui nous rassemble. Je tiens à être positive. Je vais parler du point que j'ai vu que nous parlions tous, la mobilité. Il est d'accord avec moi qu'on a un gros problème de mobilité par rapport à Kinshasa. Mais là, tout le monde est d'accord avec vous. Oui, exactement. Mais donc, ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, et là où lui et moi on se rejoint, c'est de quelle manière... Bon, non, pardon. Là où lui et moi on n'est pas d'accord, c'est que lui parle déjà de la nouvelle ville. D'accord ? Donc, il faudra délocaliser, agrandir Kinshasa. Pour moi, c'est quelque chose qui peut venir très tard. Parce que ma philosophie est la suivante, exploitons l'existant avant de créer. En mon sens, Kinshasa ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas vraiment essayé de faire fonctionner les choses. Avec les textes de loi, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, même en termes de recettes, etc., Kinshasa peut déjà fonctionner. Donc, c'est possible. L'existant qui n'existe même plus. Kinshasa, regardez, vous circulez dans la ville. Kinshasa n'existe plus. Il n'existe plus parce Créer quelque chose sur base de ce qui ressemble à une sorte de cendre, sur le cendre de Kinshasa que vous avez connu il y a quelques années. Est-ce que ce ne serait pas mieux? Non, parce que, regardez, si on déplace le problème sans trouver les moyens de le résoudre, la nouvelle ville de Kinshasa ressemblera à celle-ci dans une vingtaine d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi Kinshasa est aujourd'hui. En 2024, pourquoi Kinshasa ressemble à ça? Attaquons-nous aux causes. Et le problème, c'est toujours un problème d'homme. Kinshasa peut rayonner si aujourd'hui les gens se décident, et j'insiste sur ça, se décident à travailler, à mettre en place des mécanismes de suivi. Kinshasa peut rayonner. Et cela vaut aussi bien dans le secteur, dans le domaine de la mobilité que de l'assainissement, parce que franchement, Kinshasa est très sale. Absolument. Et je pense même qu'en termes de priorité, parce que Kinshasa, tout est prioritaire et multisectoriel. Mais il faudra s'attaquer à ce qui est prioritaire. Et pour moi, ce qui est prioritaire, c'est ce qui répond aux besoins urgents des Kinois. Le premier besoin, c'est la sécurité. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le phénomène des Kuluna, l'insécurité gagne Kinshasa et dans n'importe quel quartier. Et ça, si vous parlez à n'importe quel Kinois, on est d'accord. Deuxième problème, la mobilité. Les embouteillages, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des travaux, on fait des chantiers tous en même temps, sans réelle planification. Les Kinois passent aujourd'hui beaucoup plus de temps dans leur voiture, il y en a qui ne voient même pas leur maison. Ils arrivent, ils déposent des sacs, ils se lavent, ils dorment et 2 heures après, ils doivent partir. Je caricature, mais c'est vrai. Le troisième problème, c'est la santé et la salubrité. Vous l'avez dit. Kinshasa, pour moi, ressemble à une poubelle à ciel ouvert. Et on se demande qui va se décider à un moment donné à prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir gérer ça. Et par rapport à cette salubrité, qu'est-ce que vous avez proposé dans votre programme? Comment on endigue l'insalubrité? La salubrité, pour n'importe quel plan de Kinshasa, nous, il y a deux manières déjà de faire. Je veux partir de la base. On éduque avant de corriger. Parce que le problème de la salubrité ne sera pas que le problème du gouverneur et de son équipe. C'est un problème de société. Donc, il faut éduquer les Kinois sur comment gérer leurs ordures ménagères. Mais pour le faire, il faut aussi mettre en place des mécanismes où le Kinois sait que si je dois jeter mes poubelles, je vais à tel endroit. Nous, notre solution, c'est de faire aussi des partenariats publics-privés. On a aujourd'hui à Kinshasa des entrepreneurs congolais qui font dans ces domaines-là, mais qui ont juste besoin d'un coup de main du gouvernement pour pouvoir s'étendre. Donc, dans notre projet, on propose par exemple de diviser la ville de Kinshasa en plusieurs zones où les entreprises se partageront ce rôle de gérer les ordures tout en ayant ce travail d'éducation de la population. Et c'est là que des gens comme vous intervenez parce que à la radio, à la télé, on va faire ces campagnes de sensibilisation pour que le Kinois prenne en main lui-même ce problème de la salubrité. On vous entend parler si on vous nommait ministre provincial de l'environnement. Ça y est, vous prenez quoi. Seulement si j'ai le pouvoir et le moyen d'agir. Seulement, mais il faut d'abord accepter, en plus on verra. Donc si aujourd'hui Daniel Bumba vient et dit « Madame Singa, j'aimerais bien que vous puissiez faire partie de mon gouvernement », vous ne direz pas non? Je dirais oui, parce que j'ai un plan d'action. Mais j'insiste, je dis oui, pas parce que le titre me plaît. Je vous ai dit, moi, les titres ne me disent pas grand-chose. Pour moi, il faut avoir de l'impact et de l'influence. Il me donne le pouvoir, les moyens d'agir, vous verrez comment Kinshasa va changer. Eh bien, Daniel Bumba, madame, elle est prête, hein.
Et on n'en trouve pas beaucoup, les femmes qui s'assument et qui ont une vision claire par rapport à un secteur aussi important que l'environnement, que l'assainissement, que d'ailleurs mobilité et d'autres secteurs de la vie de Kinshasa. Alors rapidement, on va très bientôt terminer. Moi, je reçois une dame qui s'appelle Harmonie Singa, un nom qui pèse. La fille de Singa Ojo. Comment ça vous fait d'être la fille de votre père? Ben écoutez, c'est d'abord beaucoup d'honneur parce que je l'ai souvent dit, mes premières notions de justice, d'excellence, qu'il est important de laisser des traces partout où on va, je les ai apprises de mon père. Et donc lorsque j'ai décidé de me lancer en politique, c'était important pour moi de frayer mon chemin sans être constamment vue comme la fille de. Ah, c'est raté. C'est raté. J'y arrive. Pas parce que je ne veux pas que j'ai de quoi avoir honte. Non, non. Son parcours, pour moi, est quelque chose pour lequel je peux être fière. Il a été ministre de la Justice. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites sous lui, notamment. Mais c'est juste que c'est beaucoup de pression parce que, qu'on le veuille ou non, son parcours a été très long et très élogieux. Donc, il y a beaucoup de comparaisons. Et des fois, je me demande, est-ce que je vais y arriver? Mais la réponse est que oui, je vais y arriver parce que mon chemin sera le mien. Harmonie Singa, la fille de son père, mais également une femme. Est-ce que c'est aisé d'être une femme dans la sphère politique? Je ne peux parler que de moi. Dans mon cas, je dirais oui. Et la raison pour laquelle c'est facile pour moi, c'est parce que je suis entourée de gens qui croient en ce que je fais. Premièrement, mon mari. Je le dis, je ne ferai pas ce que je fais, je n'embrasserai pas ce rêve si je n'avais pas quelqu'un qui croit en moi au quotidien. Il sait que vous tweetez 10 fois par jour? Un peu plus que ça, oui. Il n'est pas sur les réseaux sociaux et très souvent, non mais très souvent on m'accuse, hein. On lui envoie par WhatsApp ce que j'ai écrit. Je connais mes limites, hein. Il y a quand même des sujets sur lesquels je ne m'attarde pas parce que je pense qu'ils sont très sensibles. Mais oui, j'ai son soutien. Il croit aux raisons profondes pour lesquelles je fais de la politique parce que pour moi c'est important de redonner ce que j'ai reçu, de changer les choses et de les bouger positivement. Donc oui, c'est facile, mais je suis consciente que en tant que femme, il y a ce plafond de verre qu'il faut briser. Mais on a brisé, on a une première ministre femme, ça y est. Oui, on l'a brisé certes avec Madame le Premier ministre, mais ce qui est important aussi, c'est que je pense, on doit aussi regarder l'histoire. On a constamment l'impression en RDC que tout est nouveau. Mais vous savez qu'on a eu une ministre des Affaires étrangères. On a eu Madame Ekila Lyonda. On a eu Madame Zunziwa Bombo qui a été gouverneure de Kinshasa. Donc la Sophie RDC, Kanza. exactement, on a des modèles. Et justement pour briser ce plafond de verre pour les femmes, il nous faut des repères et des modèles. Il faut que la jeune fille qui va à l'école en RDC puisse se dire « Ah oui, demain je peux être Madame Judith ». Et c'est important. Et je crois que c'est pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que nous prenons la parole, parce qu'il faut inspirer les générations futures. On a des modèles. Vous êtes un modèle aujourd'hui. Il faut que les femmes qui veulent se lancer en journalisme disent « Je veux être comme Madame Élysée ». Est-ce que vous vous dites, vous avez le soutien de votre mari et peut-être de votre famille, est-ce que pour essayer d'être à l'aise, d'être aisé, d'avoir un parcours dans la sphère politique, il faut absolument avoir le soutien de quelqu'un quand on est femme? Je pense que pour n'importe quoi dans la vie, homme ou femme, on a besoin de soutien. On n'y arrive pas seul. Parce qu'il y a un moment donné où la vie vous donne des coups très durs. Vous devez avoir des gens sur qui vous reposer. Ce n'est pas une question de genre. Et plus votre communauté, votre soutien est grand, plus vous pouvez tenir ferme face aux adversités. Parce que ce qu'on reproche à la femme, c'est d'être plus là pour recevoir, mais recevoir tous les gains, mais pas recevoir des coups. C'est aussi ça. C'est-à-dire quand tu t'engages en politique ou dans quelques domaines, il faut s'attendre surtout à recevoir des coups aussi. Mais est-ce que cette femme, aujourd'hui, est préparée à recevoir des coups? Ça me fait souvent rire lorsqu'on dit recevoir des coups parce que lorsqu'on parle de la femme... Surtout des coups bas. Oui, généralement, ça devient très pernicieux dans le cas de la femme. Mais moi, je dis ceci. Si vous dites que la femme doit recevoir des coups, êtes-vous prêt à ce qu'elle en donne? Parce que moi, si je donne des coups, je ne les donnerai pas en fonction de mon genre. Je donnerai pour me défendre. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une question de femme. Et donc, est-ce que la société de l'autre côté est prête à voir des femmes qui savent revendiquer leurs droits,
qui savent s'affirmer et qui savent parler devant une tonne d'hommes. À vous de nous le dire, est-ce que vous pensez la société est en train de changer et que la femme peut oser aujourd'hui donner des coups? En fait, la femme a juste à prendre sa place. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut justement, c'est de libérer l'espace pour que de plus en plus de femmes décomplexées puissent dire ce qu'elles ont à dire sur la société parce qu'elles nous concernent aussi. Pourquoi est-ce qu'on se met en arrière? Pourquoi est-ce qu'on attend qu'on décide pour nous, pour après aller se plaindre, revendiquer la parité, revendiquer la Ligue des jeunes, revendiquer le ministère de genre et famille? En fait, vous voyez un petit peu, c'est comme si nous-mêmes, quelque part, on se limite en se disant c'est ça la place d'une femme. Ben non, pourquoi on ne va pas plus loin? Pourquoi on ne va pas plus loin? Est-ce que vous arrivez, à votre avis, pourquoi on ne va pas plus loin? Pesanteur sociétale? Oui, et aussi, pour moi, c'est des manques de repères et de modèles. C'est pour ça que j'ai cité quelques modèles. C'est important parce que l'image compte. Si les gens voient que c'est possible, ils se lancent. C'est ça qui manque. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes comme moi qui prennent la parole et qui montrent que on peut être une épouse, on peut être étudiante, on peut être célibataire. Ça n'a pas d'importance. Ce que j'ai dans ma tête, c'est ça que je fais valoir. Et ça ne m'empêche pas de garder ma place. Garder votre place en tant que femme. Vous l'avez dit tout au début de cette émission, vous étiez candidate lors des prochaines élections au niveau de la députation nationale. Il y a très peu de femmes représentées. C'est vrai qu'il y a un bon quand même, mais ça reste quand même faible représentativité de la femme. Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie cela? Mais parce qu'on ne nous dit pas que c'est possible. J'ai demandé à certaines femmes et il y a cette crainte. Non pas parce qu'elles n'ont pas d'idée, mais parce qu'elles ne trouvent pas qu'elles ont de légitimité. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je donne beaucoup de mentorat. Je fais du mentorat. Et pour moi, ce sont justement des moyens d'avoir de plus en plus de femmes dans l'espace public. C'est que vous leur montrez que c'est possible. Parce qu'il y a un réel potentiel qui a besoin d'être dégagé et d'être exploité pour le bien de la société. Mais déjà aussi, c'est parce que certains reprochent aux femmes de ne pas aimer la compétition. Le cas, par exemple, ils sont plus promptes dans tout ce qui est nomination que tout ce qui est compétition et s'engagent de moins en moins et ils attendent plutôt d'être servis que vraiment d'être au champ de bataille. Non, je ne pense pas. Honnêtement, je crois que c'est juste une question d'opportunité. Est-ce qu'on a réellement prouvé que lorsqu'une opportunité se présente, que de manière égale, avec les mêmes chances, c'est vraiment ça qui est important. Est-ce qu'on donne les mêmes chances aux hommes et aux femmes pour compétir à certaines choses? Ça, c'est la réponse à laquelle, la question à laquelle il faut répondre. Est-ce qu'on doit vraiment donner de la chance ou il faut arracher? Il faut batailler dur pour essayer de se frayer une place. En fait, quand je dis chance, je dis, effectivement, moi je suis pour ça. Hein. Je dis que je n'attends pas qu'on m'offre une chaise, j'emmènerai la mienne. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut tenir compte du contexte de la société. On ne va pas non plus décréter à partir d'aujourd'hui que la femme congolaise, 50% partout. Il y a encore, comme j'ai parlé, de ce plafond de verre. Donc, s'il y a des gens pour qui il faut encore donner des chances, c'est pour ça qu'on parle des fois de discrimination positive. Si même dans des pays développés, ils l'ont mis en place, c'est parce que la société, de manière générale, a imposé un rôle à la femme. Et donc la RDC, avec tous nos défis au quotidien, si on veut que ça change, donnons-nous le temps et les moyens pour que les femmes prennent plus de place. Donner le temps et le moyen pour que les femmes prennent plus de place, on attend la publication du gouvernement. Autre chose qui traîne dans ce pays, ça fait des mois, des semaines quand même qu'on attend cette nomination. À votre avis, il faut qu'il y ait, comment vous voyez, comment vous pouvez suggérer la composition de ce gouvernement? Vous savez, en 2017, j'ai fait un tweet sur, pour moi, ce qui était un gouvernement idéal. Il n'y a pas plus de 25 ministères. Parce qu'au fait, si vous regardez bien en RDC, le nombre de ministères, au fait, c'est pour satisfaire les nombreux groupements politiques que nous avons. Ce n'est pas une question d'utilité. On est un pays vaste. Ça n'a rien à voir. Dit, énorme. Oui. On est un pays continent. Effectivement. Et pourtant, on a des pays comme les États-Unis et la Russie. Vous voyez que, en fait, la taille du pays n'est pas le critère pour déterminer la taille du gouvernement. Aujourd'hui, le Congo doit privilégier l'efficacité. Nous avons du temps à rattraper. Pardon, nous avons perdu trop de temps. Donc, on est en mode urgence, mais en même temps, il y a des basiques sur lesquels on ne doit pas lésiner. Donc, on est vraiment en train de jouer sur deux fronts. Et pour moi, aujourd'hui, il faut déjà réduire le nombre du gouvernement. Je sais que je rêve peut-être en couleur, parce qu'effectivement, il y a encore toutes les alliances, etc. Mais pour moi, 25 ministres, c'est assez. Combien de femmes? Combien de femmes? Celles qui voudront se présenter. Parce que, pourquoi je suis d'accord avec vous qu'il faut l'arracher? Je ne pense pas qu'on doit aller dire aux femmes, s'il vous plaît, venez. Vous savez que vous avez de quoi donner, c'est une question de compétence. Allez-y, proposez votre nom.
Pourquoi est-ce qu'on doit dire... pour moi, on ne doit pas faire des faveurs aux femmes dans ce sens-là. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'autorités morales femmes, hein, surtout là, dans l'actuel pouvoir qui constitue l'Union sacrée. Les autorités morales femmes, on n'en connaît pas. Donc, du coup, est-ce que une femme d'elle-même peut se dire, oui, mettez mon nom, est-ce qu'elle sera entendue, est-ce qu'elle sera prise au sérieux, est-ce que sa démarche va être considérée? C'est aussi ça le problème. Mais dans ce cas-là, je compte sur le pouvoir discrétionnaire de Madame le Premier ministre. Elle est femme. Je pense qu'aujourd'hui, elle est consciente du poids qui repose sur ses épaules, d'être ce modèle du changement que nous voulons, notamment pour la place de la femme. Et c'est sûrement elle qui pourra... pousser les autorités morales à donner plus de noms de femmes compétentes. Harmonie Singa, comment vous voyez le pays dans les 5 prochaines années? D'abord le pays en général et ensuite on clôturera par la ville de Kinshasa. D'abord le pays, comment, je sais que vous n'êtes pas devin, mais comment vous imaginez le pays pendant les 5 prochaines années? Dans les 5 prochaines années, je vais donner 2 scénarios. Si rien n'est fait et que les choses continuent de cette manière, ça sera le chaos partout. Je ne me leurre même pas. Ça sera le chaos. Mais s'il y a un regain et que finalement on se rend compte qu'on doit travailler, parce qu'au fait, pourquoi je le dis? On a souvent l'impression que pour les maux du Congo, pour les résoudre, il faut un homme providentiel, il faut un miracle, il faut que les ancêtres... Il y a vraiment plein de choses qui sont dites. Et si on essayait ce qui fonctionne ailleurs, travailler avec sérieux? À partir du moment où on va se dire, on travaille avec sérieux, les gens sont suivis pour donner des résultats. Celui qui n'a pas de résultats est dehors. Il n'y a pas de complaisance. Ceux qui contreviennent à la loi sont punis. Il n'y a pas d'exception. Dans 5 ans, le Congo sera beau. La même réponse vaut-elle pour Kinshasa? Kinshasa sera encore plus belle. Parce qu'elle sera le miroir du Congo que l'on veut ailleurs. Travaillons. Travaillons, mais c'est parfait, c'est une bonne chute. Est-ce que vous avez un autre mot de la fin? Sinon, moi, la chute, je la trouve parfaite. Travaillons. Oui. Est-ce qu'on peut conclure sur ça? On peut conclure. Alors, travaillons. On travaille, on travaille. On ne fera que ça. Travaillons pour Kinshasa, travaillons pour la République démocratique du Congo, mais surtout travaillons avec beaucoup de sérieux. Harmonie Singa, c'était un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. À très bientôt. On remercie les téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité. Écrivez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes et on se dit à très très bientôt.